Tu vas bien, a grondé mon père alors que je me recroquevillais de douleur. Mon frère a dit, c'est juste une blague. Même ma mère ne s'en souciait pas. Ma cousine a essayé d'appeler les paramédicaux, puis elle a dit, tu ferais mieux d'appeler un avocat. Parce que l'imagerie par résonance magnétique a révélé. La maison du lac de la famille Ellington ressemblait à une carte postale de l'extérieur. Un bardage en cèdre, une terrasse panoramique et une vue sur le rivage du Vermont qui attiraient nos proches chaque été. À l'intérieur, c'était un mur de bruit. Des oncles se disputant à propos de la pêche, des cousins se poursuivant dans le couloir, ma mère, Evelyne, tenant salon dans la cuisine avec un verre de vin à la main. J'avais appris depuis longtemps que l'endroit le plus sûr pour moi lors de ces rassemblements était un endroit calme, de préférence hors de la vue de Kellen. Mon frère aîné s'épanouissait dans ces environnements. Chaque histoire qu'il racontait semblait devenir plus scandaleuse. Chaque rire qu'il suscitait nourrissait la lueur dans ses yeux depuis le canapé. Je l'ai regardé retenir l'attention d'une petite foule près de la cheminée, mimant une farce de fraternité. « Regardez qui sort de l'ombre », a-t-il lancé lorsqu'il m'a repéré. Son sourire était large, mais son ton avait une agressivité que je reconnaissais. « Attention, tout le monde. Marie est en mouvement. Vous feriez mieux de verrouiller l'argenterie. » Quelques personnes ont ricané. J'ai gardé la tête baissée, me dirigeant vers les escaliers. « Vous vous souvenez de Noël, quand elle a détruit le vaisselier de grand-mère » a-t-il continué, la voix s'élevant pour que tout le monde puisse entendre. « Cela a coûté à papa quoi, 3000 $? C'était un accident, ai-je dit doucement sans me retourner. C'est ça le problème avec toi, petite sœur. Tout est un accident. J'ai atteint la première marche, espérant qu'il resterait où il était, mais ses pas ont suivi. Au moment où j'ai atteint le palier, il était juste derrière moi, fuyant encore. Sa voix avait baissé, assez proche pour que je puisse sentir son souffle sur mon oreille. Je suis juste fatigué, ai-je dit. Tu es toujours fatigué. Il m'a contourné, bloquant la volée d'escalier suivante. Les bras étirés en travers de la rampe. Tu ne peux pas passer. Les dragons gardent le château. C'était un vieux jeu de quand nous étions enfants, mais il n'y avait rien de ludique dans ses yeux. J'ai essayé de m'esquiver sous son bras. Ses mains ont frappé mes épaules durement. La poussée m'a coupé le souffle avant que mon corps ne bascule en arrière. Les escaliers sont devenus flous, le bois contre ma colonne vertébrale. Une torsion brutale en pleine chute. J'ai entendu le craquement avant que la douleur ne frappe. Allongé sur le dos, fixant le plafond. J'ai essayé de bouger mes jambes. Rien. Au-dessus de moi, des pas ont tonné. La voix d'Evelyne a traversé le salon. Marie, lève-toi. Tu vas bien. La voix de Kellen est venue ensuite. Désinvolte et froide. C'est juste une blague. Le tapis grattait contre mon cou alors que j'étais allongé là, essayant de comprendre la douleur qui semblait pulser de la base de ma colonne vertébrale vers l'extérieur. Des voix portaient depuis la salle à manger. Des rires, le cliquetis des couverts, le même chaos joyeux qu'auparavant. Ma chute n'avait pas arrêté la fête. Elle l'avait juste déplacée à quelques mètres de moi. Kellen s'est appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés, m'observant comme si je faisais partie du divertissement de la soirée. C'était juste une blague, a-t-il dit à personne en particulier, mais assez fort pour que la pièce entende. Elle en fait des tonnes. Evelyne est entrée d'un pas vif, ses talons claquant sur le parquet, son verre de vin toujours à la main. Ses yeux m'ont survolé comme si j'étais une serviette tombée. Marie, honnêtement, tu gâches la soirée. Les gens sont venus ici pour se détendre, pas pour te regarder bouder sur le sol. Je ne peux pas bouger mes jambes, ai-je dit, la voix faible. Grant est apparu derrière elle, sentant légèrement le cigare. Tu as toujours été trop sensible, a-t-il marmonné, comme si cela expliquait tout. De l'autre côté de la pièce, tante Ruth était assise raidement sur la coudoir d'un canapé, son regard passant de moi aux autres. Elle n'a pas parlé, mais son malaise était écrit sur tout son visage. Lily, âgée de 8 ans, la petite fille de Ruth, s'est détachée du groupe des jeunes cousins et s'est glissée vers moi. « Tu es blessé ?» a-t-elle chuchoté, ses grands yeux bruns ronds d'inquiétude. « Oui », ai-je chuchoté en retour. « Alors pourquoi ne t'aide-t-il pas ?» Je n'avais pas de réponse. « J'ai besoin d'un médecin », ai-je dit plus fort, forçant ma voix à porter.
Grant a secoué la tête. Nous n'allons pas gaspiller des factures de salle d'urgence pour des jérémiades. Tu iras bien dans 1 heure. Ruth a bougé comme si elle allait se lever, mais Evelyn lui a lancé un regard qui l'a cloué sur place. Lily a serré ma main avant que sa mère ne l'appelle. J'ai fixé le plafond, la chaleur montant derrière mes yeux. L'engourdissement dans mes jambes se propageait, une marée froide grimpant vers le haut. J'ai essayé une fois de plus de me relever, et une douleur brûlante m'a transpercé le dos, me coupant le souffle. Quelque part au-delà du bourdonnement dans mes oreilles, j'ai entendu la voix de Marcy depuis la salle à manger. Aiguë, coupant court au bavardage. Ça suffit. J'appelle le 911. Depuis ma place sur le sol, je pouvais voir la table à manger encombrée d'assiettes et de verres, la lumière chaude se reflétant sur l'argenterie polie. Je frissonnais maintenant, bien que la pièce semblât étouffante. À chaque fois que j'essayais de bouger, la douleur me déchirait la colonne vertébrale. Marcy, ma cousine par alliance, a croisé mon regard. Elle était au milieu d'une bouchée de poulet rôti quand elle a arrêté de mâcher, son regard se rétrécissant. Elle a posé sa fourchette, s'est levée et s'est approchée. « Marie, tu trembles » a-t-elle dit doucement. Je ne sens plus mes jambes, ai-je chuchoté avant de pouvoir en dire plus. La voix de Grant est intervenue à travers la pièce. Marcy n'a pas rompu le contact visuel avec moi. J'appelle le 911. Non, a rétorqué Grant, son ton assez sec pour faire taire la table. Personne n'appelle. Ce n'est pas une urgence. Marcy a sorti son téléphone de sa poche. Assieds-toi, Grant. Ou reste là et regarde-moi le faire. Sa voix était stable, presque ennuyée, mais ses jointures étaient blanches autour du téléphone. L'appel a duré moins d'1 minute. Au moment où elle a raccroché, Evelyn se lançait déjà dans une performance, se lamentant sur la façon dont cela gâcherait tout le week-end. Lorsque les paramédicaux sont arrivés, leur efficacité calme a traversé le bruit. J'ai senti leurs mains gantées vérifier mon pouls, ma respiration, me posant des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Grant et Evelyn rôdaient à proximité, s'opposant à tout. Elle réagit de manière excessive, a insisté Evelyn. L'un des médecins, un homme grand aux yeux bienveillants, a doucement soulevé l'ourlet de mon pull. Son visage s'est tendu presque imperceptiblement. Ceci ne date pas d'aujourd'hui, a-t-il murmuré à sa partenaire, juste assez bas pour que je l'entende. La femme a hoché la tête, ses yeux scrutant les ecchymoses marbrées le long de mes côtes. Possible lésion médulaire, a-t-elle dit, puis a ajouté à voix basse, et un antécédent d'autre chose. L'homme s'est redressé. Sa voix était calme. Il vaut mieux appeler la police. Le trajet en ambulance est passé en fragments flous. Des sirènes quelque part au-dessus de moi. Des bavardages radio brefs. Le poids de la minerve autour de mon cou. À l'hôpital, ils m'ont conduite directement dans une pièce lumineuse où une femme en tenue de bloc s'est présentée comme étant le docteur Patel. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient perçants. En pleine évaluation. Nous allons faire une imagerie par résonance magnétique du corps entier, a-t-elle dit. Compte tenu de vos symptômes, je veux tout voir. Ils m'ont transféré sur une table étroite. Le cliquetis de la machine a commencé presque immédiatement, chaque bruit sourd métallique résonnant à travers mes os. J'ai fermé les yeux, mais l'image du sourire narquois de Kellen continuait de percer l'obscurité. Quand ce fut terminé, le docteur Patel est revenu avec une tablette à la main. Elle a tiré une chaise près de mon lit. Ceci, a-t-elle dit, pointant un arc blanc lumineux sur l'image, est votre vertèbre L3. Il y a une fracture de compression ici. La blessure d'aujourd'hui. Mais son doigt s'est déplacé vers d'autres endroits. Des contours fantomatiques de côte et de colonne vertébrale. Ceux-ci sont plus anciens. Celui-ci a peut-être 2 mois. Celui-ci 6 mois. Et ici, elle a tapoté près du haut de mon dos, au moins 1 an. J'ai fixé les images. La preuve que je n'avais jamais eue auparavant. Kellen, ai-je dit doucement. À cause de ces jeux. Son expression n'a pas changé. Mais il y avait une immobilité en elle maintenant. Marie, ce ne sont pas des jeux. C'est un traumatisme répété. Elle s'est levée, parlant doucement dans son téléphone près de l'embrasure de la porte. J'ai saisi les mots service de protection de l'enfance et police. Quand elle est revenue, elle s'est assise à nouveau à côté de moi.
J'ai contacté les services de protection de l'enfance et les forces de l'ordre. Quelqu'un viendra vous parler. Vous avez été blessé, et nous prenons cela au sérieux. J'ai senti ma gorge se serrer. Personne ne m'avait jamais dit ces mots auparavant. La voix du docteur Patel s'est adoucie. Nous vous croyons. On a frappé à la porte, et une femme avec un bloc-notes est entrée. Elle s'est présentée comme étant Tessa Meyers des services de protection de l'enfance. Elle a tiré une chaise près du lit, ses mouvements mesurés, sa voix stable. Marie, je sais que le docteur Patel vous a déjà parlé, mais j'ai besoin d'entendre votre histoire avec vos propres mots. Toute blessure, tout incident dont vous vous souvenez. Au début, les mots restaient bloqués. Des années à m'entendre dire que j'étais maladroite rendait difficile de formuler ce qui s'était passé comme autre chose. Mais Tessa a attendu, patiente et inébranlable, jusqu'à ce que le silence se brise. Je lui ai parlé de la chaîne de vélo que Kellen avait desserrée quand j'avais 13 ans. La chute à la cafétéria qu'il avait provoquée. Les brutalités qui m'avaient laissé des côtes contusionnées. Elle a tout noté, sans changement d'expression, mais je pouvais voir la façon dont son stylo appuyait plus fort à chaque détail. Un coup à la porte nous a interrompus. Tante Ruth est entrée, ses yeux scrutant le couloir avant de fermer la porte. Elle portait une enveloppe en papier manille et l'a posée sur la table roulante. J'aurais dû faire ça il y a des années, a-t-elle dit, la voix basse. Ceux-ci proviennent de réunions de famille, de vacances, d'anniversaires. Tu ne savais probablement même pas que je les gardais. J'ai sorti les photographies. Moi au barbecue du 4 juillet, une ombre violette le long du haut de mon bras. Noël d'il y a 2 ans, mon sourire crispé, une légère marque visible sous l'anticerne. Une autre de l'anniversaire d'un cousin, des manches longues par une journée à 90 degrés. Avant que je puisse parler, mon téléphone a vibré sur la table. Un message texte de Marcy. Vérifie tes courriels maintenant. Tessa a ouvert la vidéo en pièces jointes sur sa tablette. L'écran s'est rempli d'une vue de l'escalier de la maison du lac, filmé sous un angle comme si la personne tenant le téléphone se concentrait sur autre chose. En arrière-plan, Kellen s'est placée devant moi, a dit quelque chose d'inaudible, puis a poussé. La caméra a sursauté, mais ma chute était toujours claire. Les yeux de Tessa sont restés sur l'écran jusqu'à la fin. Cela change les choses, a-t-elle dit. 10 minutes plus tard, un officier en uniforme est entré pour prendre une déclaration. Quand il est parti, je l'ai entendu dire au docteur Patel qu'il transformerait l'accusation d'agression simple en agression aggravée. Quelque part dans le couloir, le son de la voix de ma mère s'est élevé, perçant et frénétique. Dès le lendemain matin, la télévision de l'hôpital diffusait en boucle un segment de l'émission matinale locale. Evelyn était assise sur un canapé à côté de Grant, sa posture parfaite, un mouchoir serré dans sa main manucurée. Elle a tamponné ses yeux alors que l'animateur se penchait avec compassion. Notre fille lutte depuis des années, a déclaré Evelyn, sa voix tremblant juste assez. Nous avons essayé la thérapie, une attention particulière, tout. Mais elle a toujours été jalouse du succès de Kellen. Grant a hoché la tête solennellement. Ces accusations, elles viennent d'un sentiment de ressentiment. Elle a toujours été sujette aux accidents. Nous avons des dossiers médicaux remontant à des années. Cette dernière chute n'est qu'un autre incident malheureux qu'elle rejette sur quelqu'un d'autre. J'ai éteint la télévision avant la fin du segment, mais les dégâts se propageaient déjà. À midi, mon téléphone, toujours en possession du personnel de l'hôpital, vibrait sans arrêt avec des alertes. Des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années publiaient de vagues commentaires sur la loyauté familiale sur les réseaux sociaux. La seule chose que mes parents n'avaient pas prise en compte était la trace écrite. Amanda Reigne, la procureure assignée à mon cas, a demandé une brève réunion cet après-midi-là. Elle est entrée avec un dossier fin et un regard posé. Je me doutais qu'ils essaieraient cela, a-t-elle dit, plaçant le dossier sur la tablette de mon lit. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des extraits de mes dossiers médicaux, des photographies des scintigraphies par imagerie par résonance magnétique, et une image fixe tirée de la vidéo de Marcy. L'image où les mains de Kellen sont sur mes épaules. Son expression tout sauf ludique. Je vais communiquer cela à la presse, a déclaré Amanda. Pas encore la vidéo complète, mais assez pour montrer qu'il y a des preuves. J'ai également inclus une déclaration sur les conclusions médicales. Des fractures à plusieurs stades de guérison ne sont pas le résultat de la maladresse. Ce soir-là, un autre type de segment d'information a été diffusé.
L'image fixe est restée à l'écran pendant près d'une minute entière pendant que le présentateur lisait la déclaration d'Amanda. Les journalistes ont répété des expressions telles que schéma de blessure et incohérence dans le récit de la famille. À la tombée de la nuit, la fraternité de Kellen a annoncé son expulsion. Son université a prononcé une suspension en attendant l'affaire criminelle. Les commentaires en ligne ont commencé à changer. Pas tous en ma faveur, mais assez pour percer le mur que mes parents essayaient de construire. Allongé dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, j'ai entendu des voix dans le couloir. Celle d'Evelyn, tranchante de colère. Celle de Grant, basse et tendue, suivie du son de la porte qui s'ouvrait. Amanda est revenue le lendemain matin, cette fois avec Tessa des services de protection de l'enfance. J'avais une pile de cahiers à spirale sur mes genoux, leur couverture pliée par des années à être cachée sous des lames de plancher desserrées et au fond des tiroirs. Je les ai remis sans hésitation. Ils sont datés, ai-je dit. À chaque fois que quelque chose s'est passé, je l'ai noté. Ce qu'il a fait, ce que mes parents ont dit ensuite. Tessa en a feuilleté un, ses yeux s'arrêtant sur une page où mon écriture était irrégulière et inclinée. C'est détaillé, a-t-elle dit doucement. Nous pouvons utiliser cela. Plus tard dans l'après-midi, Amanda est revenue avec des nouvelles. Nous avons ajouté des accusations de négligence pour vos parents, a-t-elle dit. Et j'ai retrouvé 2 des ex-petites amies de Kellen. Toutes 2 disent avoir subi un comportement similaire. Des bousculades, les piéger dans des pièces, les attraper trop fort. Elles sont prêtes à témoigner. C'était étrange d'entendre parler de sa violence envers d'autres personnes, comme des pièces d'un puzzle que j'avais fixé toute ma vie s'emboîtant enfin à leur place. Dans l'aile de rééducation, mon physiothérapeute, Marcus, m'a accueilli avec une paire de barres parallèles. Voyons ce que tu peux faire, a-t-il dit. La première fois que j'ai mis du poids sur mes jambes, la douleur était assez aiguë pour brouiller ma vision. Marcus est resté près de moi, prêt à me rattraper si je faiblissais. Une étape à la fois, a-t-il dit. Chaque mouvement donnait l'impression de repousser tout ce que ma famille m'avait dit. Trop sensible, trop dramatique, trop faible. J'ai serré les dents et j'ai fait un autre pas, mes mains agrippant les barres si fort que mes jointures me faisaient mal. À la fin de la séance, la sueur coulait dans mon dos, mais j'étais debout. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Quand je suis retourné dans ma chambre, Amanda m'attendait avec un dossier à la main. La date de l'audience est fixée, a-t-elle dit. La salle d'audience semblait plus petite que je ne l'espérais, l'air chargé de murmures silencieux alors que je prenais place à la barre des témoins. Amanda m'a fait un bref signe de tête avant de s'avancer. J'ai parlé lentement, m'assurant que chaque mot était stable. Je leur ai parlé des années de bousculade, de crocs en jambes, d'accidents qui laissaient des ecchymoses et des os brisés, des fois où j'avais essayé de parler et où l'on m'avait traité de dramatique. J'ai décrit la chute à la maison du lac en détail, mes mains serrées sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Quand Amanda eut terminé, l'avocat de Kellen, Monsieur Harlon, s'est levé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. N'est-il pas vrai que vous avez été traité pour anxiété et dépression? Oui, ai-je dit. Parce qu'être maltraité est déprimant. Il a essayé de présenter mes journaux comme des exagérations, a suggéré que je me souvenais mal des événements. Peut-être que ces incidents ne se sont pas produits de la façon dont vous le pensez, a-t-il dit. L'imagerie par résonance magnétique ne ment pas, ai-je répondu. Et la vidéo non plus. Amanda a appelé le premier témoin, Tara, l'une des ex-petites amies de Kellen. Elle a gardé son regard sur le jury en disant « Il m'a poussé dans un escalier ». Des halètements ont parcouru la pièce. 2 autres témoins ont suivi. Un ancien coéquipier décrivant le caractère de Kellen. Un voisin se rappelant des disputes hurlantes qui se terminaient par des claquements de porte et des pleurs. Enfin, Kellen a pris la barre. C'était des brutalités de jeu, a-t-il dit en haussant les épaules. Les frères et sœurs se battent. Je n'ai jamais voulu la blesser. Amanda s'est appuyée sur le pupitre. Donc vous admettez avoir posé les mains sur elle. Il a bougé sur son siège. J'ai peut-être perdu mon sang-froid. Sa voix est restée égale. Vous avez perdu votre sang-froid. Et votre sœur a fini avec une colonne vertébrale fracturée. Ce ne sont pas des brutalités de jeu, monsieur Ellington. C'est de la violence. La mâchoire de Kellen s'est contractée, mais il n'a pas répondu. Quand j'ai quitté la barre,
j'ai croisé le regard d'un juré qui a fait un très léger signe de tête. La plaidoirie finale d'Amanda restait à venir. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Quand ils sont retournés dans la salle, personne n'a bougé. J'ai gardé mes mains croisées sur mes genoux, les yeux fixés sur la présidente du jury. Coupable sur tous les chefs d'accusation, a-t-elle dit. Agression aggravée, schéma de maltraitance, violation de l'ordonnance restrictive. Chaque mot a atterri comme une pierre dans une eau calme, ondulant à travers la salle d'audience. Kellen a regardé droit devant lui, la mâchoire serrée. L'expression d'Amanda n'a pas changé, mais ses épaules se sont relâchées très légèrement. Le juge est passé rapidement à la condamnation. 2 ans de prison, 5 ans de probation, inscription obligatoire en tant que délinquant violent. Puis ce fut le tour de mes parents. Négligence et mise en danger. Probation, cours de parentalité, thérapie ordonnée par le tribunal. Le visage parfaitement maquillé d'Evelyne n'a pas tressailli jusqu'à ce que le marteau tombe. À l'extérieur de la salle d'audience, le couloir était bondé de journalistes et de membres de la famille. J'étais à mi-chemin de la sortie quand Evelyne s'est placée devant moi. « J'espère que tu es heureuse », a-t-elle dit, sa voix basse, mais tremblante de fureur. « Je suis libre », lui ai-je dit. « C'est suffisant. » Elle a cligné des yeux une fois, comme si elle ne s'était pas attendue à une réponse, puis a tourné les talons et a disparu dans la foule. Amanda est apparue à mes côtés. « Nous parlerons la semaine prochaine de l'audience de restitution », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était déjà ailleurs. Loin de ce bâtiment, loin de leur voix. J'ai marché vers les portes, l'air hivernal s'engouffrant à travers la vitre alors que quelqu'un la tenait ouverte. Tante Ruth attendait au bas des marches. J'ai emménagé dans la maison de Tante Ruth 2 semaines après le verdict. Elle avait déjà vidé une chambre, peint les murs d'un gris doux et mis des draps propres sur le lit. Ce n'était pas seulement de l'espace. C'était de la sécurité. La thérapie a commencé tout de suite. Cette fois avec quelqu'un qui écoutait au lieu de me diagnostiquer une hypersensibilité. Nous avons travaillé sur les souvenirs un par un, démantelant le réflexe de justifier ma douleur. Au printemps, j'avais écrit un essai que j'ai intitulé La chute qui a sauvé ma vie. Amanda m'a aidé à le publier dans un média national. En quelques jours, ma boîte de réception s'est remplie de messages de personnes qui avaient grandi avec leur propre frère ou sœur enfant roi, de parents qui avaient réalisé trop tard qu'ils avaient manqué les signes. C'est devenu la base de mon travail de sensibilisation. J'ai pris la parole dans des écoles, des refuges et des centres communautaires, racontant mon histoire dans l'espoir de briser le silence pour quelqu'un d'autre. À chaque fois que je me tenais devant un public, je me souvenais de ce que l'on ressentait à être allongé sur ce sol, ignoré, et je parlais plus fort. 1 an plus tard, j'ai emménagé dans ma chambre universitaire. Lors de ma première nuit, je me suis tenu au bas de l'escalier central, levant les yeux. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de peur. J'ai grimpé lentement, chaque pas assuré, le bois solide sous mes pieds. En haut, mon téléphone a vibré. Un message texte de ma cousine Lily. Ma professeure a lu ton article en classe. Elle dit que tu es une héroïne. J'ai souri et j'ai répondu, pas une héroïne, juste quelqu'un qui a dit la vérité. Ensuite, j'ai marché dans le couloir vers ma chambre, les rires de nouveaux amis s'échappant d'une porte ouverte, et j'ai laissé le son m'attirer vers l'avant.